So, welcome to the Yoga Pyjama, the place where you can understand the yoga, the Hatha Yoga. Voilà, je vais essayer de le faire dans des langues différentes, mais je vais être très très vite limité. Déjà en anglais, je suis très vite limité. Alors, aujourd'hui, Yoga Pyjama 13, on va faire une séance pour Vishuddhi Chakra. Vishuddhi Chakra, sa traduction, son étymologie, ça veut dire purifier. J'ai compris en écrivant le cours et puis en puisant dans la théorie que ce qu'on entendait par purifier, j'avais un peu de difficulté par rapport à ce terme-là. Ce terme-là, en français et pour les francophones de France, il est un peu compliqué, il produit un sens inhérent à notre histoire, à notre passé, et je crois qu'on est plusieurs à avoir des difficultés avec le terme. Donc j'étais un peu tangent sur cette idée de purification. J'employais le mot nettoyage à la place, et puis là je comprends mieux l'intention et le propos. En fait, c'est passionnant. L'idée de Vishuddhi Chakra, donc de cette purification, elle va dans le sens de ce que propose le Hatha Yoga, c'est-à-dire l'équilibre des dualités. Je vous lis la phrase. Alors, Vishuddhi Chakra, centre de purification, ça je l'ai dit, c'est de ce chakra qu'ont lieu la clarification et l'harmonisation de tous les opposés. Les paires d'opposés, elles sont connues dans le Hatha Yoga et elles expriment ce qu'on nomme dualité. Donc c'est pas compliqué, c'est homme, femme, chaud, froid, grand, petit, corps à droite, corps à gauche, haut, bas, etc., etc. Et notre état de nature, donc tout ça, ça regroupe l'état de nature, qui s'oppose, qui est aussi en dualité avec la conscience. On parle de manifester pour l'état de nature et de non manifester pour la conscience, les deux formant une paire d'opposés. Mais la conscience, quand on s'y plonge, elle produit de l'unité. Et donc la conscience, elle est le symbole, le chantre de l'unité, et la nature, c'est le chantre de la dualité. On parle de Purusha et Prakriti, si je ne mélange pas les termes en sanskrit. Alors, à partir de cette idée-là de purification ou d'égalisation des dualités, on va aller vers une idée différente de la vie. Je vous lis la phrase suivante, donc elle est tirée de l'ouvrage de Satyananda. Vishuddhi représente un état d'ouverture qui permet de considérer l'existence comme une chance de vivre, des expériences augmentant notre compréhension. Alors il y a l'idée aussi dans Vishuddhi de la discrimination, c'est-à-dire distinguer les choses les unes des autres pour mieux les comprendre. On parlera aussi à ce titre de viyoga, c'est-à-dire de séparation des choses. Je comprends la phalange, puis je comprends les phalanges, puis je comprends le doigt, puis je comprends les doigts, puis je comprends la paume de la main, le dos de la main, puis je comprends la main, etc. etc. Voilà. On discrimine les choses pour mieux les intégrer, et puis après on va aller vers le tout, on va comprendre le bras, on va comprendre le corps, on va comprendre le corps avec le mental, on va comprendre le corps avec le mental et le souffle, et puis on va doucement comme ça arriver à la conscience. Alors, on cesse alors de toujours, c'est très important ça, on cesse alors de toujours éviter les côtés désagréables et de rechercher les côtés plaisants. On se confie au contraire à la vie, laissant les choses se faire comme elles doivent l'être. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a ce réflexe de vouloir éviter tout ce qui est désagréable, tout ce qui est douloureux, tout ce qui ne nous met pas dans le confort. Et pour bien comprendre le Hatha Yoga, il faut comprendre que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Alors, il ne faut pas sauter d'une falaise, sauter par la fenêtre, ça n'a pas d'intérêt. Devenir risque tout, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est d'accueillir ce qui vient. Vous pratiquez le yoga et au départ, quand on commence, à un moment donné, le professeur va vous demander de vous asseoir, peut-être au bout de la 10e séance, peu importe. Et on ne veut pas. En tout cas, moi, je ne voulais pas. Ça faisait trop mal.
la solution, c'est d'accueillir les choses. Pourquoi? Parce que on va expérimenter et on va pouvoir faire un chemin. Si je pratique pas l'assise quand j'ai les genoux comme ça et que je suis tout de travers, eh bien je vais jamais pouvoir relâcher les hanches, je vais jamais pouvoir redresser le dos dans l'idée du lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut que je décontracte un maximum de muscles qui servent à rien pour que les muscles qui doivent se contracter dans l'assise, naturellement, le fassent. Et donc vous voyez bien, on est bien dans des paires d'opposés à ce moment-là. Il faut que les paires d'opposés s'accordent et s'équilibrent. Les muscles que je dois relâcher dans cette posture d'assise, je sens plutôt les pectoraux, il y a un étirement des abdominaux, des grands droits, permettent aux muscles qui sont dans la colonne vertébrale, qui l'allongent, qui lui permettent de se redresser, de se tonifier pleinement, d'exprimer pleinement leur potentiel. Et donc, le travail de Vishuddhi, c'est ça, c'est comprendre ça et le mettre en œuvre. Il y a une deuxième chose qui est dite et qui paraît un peu plus magique, et on va la découper en deux pour la comprendre. Alors, on parle d'Amrita. Amrita, c'est une larme qui coule. Larme, c'est peut-être pas exactement le terme, mais une goutte, qui coule de l'arrière du crâne, de Bindu, et qui arrive dans la bouche. Il y a un petit réservoir dans le palais, c'est un chakra aussi, je crois, qu'on appelle l'alana, et donc ça accumule ces petites gouttes de vie, si ça reste dans cet environnement-là. Sinon, ça descend, et puis c'est digéré par l'estomac. Alors, le travail sur Vishuddhi produit deux choses. Il produit ce nectar, et aussi, il peut produire un poison. Alors, quand je vous dis deux choses, on peut l'expérimenter physiquement. J'en ai fait expérience, c'est bien pour ça que je le relate. On peut parfois, après ces pratiques-là, ou naturellement, ressentir un goût suave dans la bouche. Il y a quelque chose qui coule dans la bouche et qui est suave. A l'inverse, et j'en ai fait expérience lors de pratiques sur Vishuddhi, mais j'avais dû commettre des erreurs, eh bien, il y a un goût qui est comme un poison dans la bouche. Donc, dans ces cas-là, quand vous ressentez ça, il faut tout de suite arrêter la pratique, c'est que vous êtes en train de faire une erreur. Maintenant, je renoue, alors ça c'était la chose concrète, physique, qu'on peut expérimenter, et maintenant je renoue avec la symbolique de la vie, accueillir, tout prendre. Et je vous lis un petit conte, toujours raconté dans cet ouvrage, Kundalini Tantra, rédigé par Swami Satyananda Sarasvati, aux éditions Svam Édition. Hein, c'est une version française, sinon ce ne serait pas possible. Alors, la page a tourné bien entendu. Une histoire merveilleuse de la mythologie hindoue parle du nectar, dont je parlais, et du poison de Vishuddhi, chakra. C'est le creux de la gorge, hein, c'est là qu'on va se retrouver, et au niveau cervical, juste à l'arrière. Dans le passé primitif, les devas, ce sont des divinités positives, et les rakshasas, donc des divinités négatives, symbolisant les forces du bien ou du mal, étaient continuellement en lutte, les uns et les autres cherchant à se dominer et à se détruire mutuellement. Vishnu, le dieu Vishnu, tenta finalement de résoudre le conflit. Il leur suggéra de barater l'océan, vous savez comme on baratte pour faire du beurre indien là, barater l'océan primordial qui représente le monde et le mental. Il leur expliqua qu'il pourrait diviser son contenu de façon égale. Cela semblait une solution équitable. Et l'idée de Vishnu fut donc acceptée d'un commun accord par les divinités. L'océan fut baraté, beaucoup de choses remontèrent à la surface et furent réparties et distribuées entre eux. En tout, 14 créations émergèrent, dont le nectar de l'immortalité, donc Amrita, avec à son côté le pire des poisons. Et on est encore dans la dualité, dans les paires d'opposés. Comme il se doit, les devas et les rakshasas désiraient tous le nectar, mais personne ne voulait entendre parler du poison. En fin de compte, seuls les devas emportèrent le nectar, car si les méchants rakshasas en avaient bénéficié, ils seraient devenus immortels. Quant au poison, il était impossible de s'en débarrasser, parce qu'il aurait causé des dégâts, quel que soit l'endroit
où on l'eût jeté. Un grand dilemme surgit alors. Vishnu apporta finalement ce poison à Shiva, qui est un autre dieu, pour lui demander conseil. Shiva, c'est le dieu qui invente le Hatha Yoga, entre parenthèses. Celui-ci l'avala d'un seul trait. À partir de ce moment, le seigneur Shiva fut appelé Nilakanta et représenté avec une gorge bleue. Cette histoire signifie que le poison, lui aussi, peut être facilement digéré lorsque Vishuddhachakra est éveillé, au stade supérieur de la conscience, à partir de ce centre, et au-delà même, les aspects négatifs et sataniques de l'existence sont intégrés au schéma global de l'être. Ils sont désactivés, tout comme s'évanouissent les concepts de bien et de mal. À ce niveau de conscience, les formes et les expériences néfastes de la vie sont absorbées et transformées en béatitude. Alors, bien sûr qu'on ne va pas aller dans ces hauteurs-là. Ça peut être une croyance, libre à vous, pas de problème, libre à moi aussi de penser que c'est une croyance. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir à du concret, pour Vishuddhi. Le concret, c'est faire expérience des choses désagréables dans la posture du Hatha Yoga. Souvent, on a les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des jambes qui tirent très fort chez beaucoup d'entre nous. Et on n'y va pas. Et puis, quand on commence à comprendre comment les étirer, à séparer les mollets de l'arrière des cuisses, de l'arrière des genoux, on fait des distinctions pour comprendre les choses, le tout des hanches, le tout du dos, le dos en deux parties. Eh bien, quand on discrimine tout ça, on va pouvoir agir. Et on va pouvoir regarder, ressentir, étirer simplement les muscles ischio-jambiers de l'arrière des cuisses. C'est toujours aussi, entre guillemets, douloureux, pour le moins désagréable. C'est un étirement intense. On observe, on prend de la distance, on a discriminé, on observe, on prend de la distance, on entre dans cette observation. Prendre de la distance et entrer, ça paraît paradoxal, encore une paire d'opposés, mais c'est ce qui se passe. On est présent et les choses se font. Les choses se font de manière de moins en moins désagréable, même si l'étirement est toujours intense, ça peut durer sur des décennies, cet étirement des jambes. Et puis on va faire ensuite expérience d'autre chose. C'est que cette apparence de douleur, d'inconfort, libère beaucoup d'énergie dans le corps et libère beaucoup d'énergie apaisante. Les tensions musculaires, c'est ce dont on fait expérience, vont produire un apaisement sans commune mesure. Et on est encore dans une paire d'opposés. C'est-à-dire que des tensions dans lesquelles on ne voulait pas aller, qui produisent donc pour le moins de l'inconfort, mais qui peut être vécu, interprété comme de la douleur. Ça va dépendre des gens et de son niveau de pratique. On y va, et puis il y a quelque chose qui se retourne et qui produit un apaisement hors norme considérable. Voilà l'idée de Vishuddhi. On commence immédiatement. Retrouvez-vous au sol. Alors, vous allez essayer de vous retrouver au sol en étant dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que quand je me retrouve en posture de Shavasana, tout dépend du temps qui s'est écoulé par rapport à la dernière séance effectuée, du niveau de stress ou de tension dans le corps, de mes douleurs récurrentes. Je vais ressentir un ensemble, je vais appeler ça d'événements, c'est-à-dire de choses qui se passent dans le corps, qui vont être plus ou moins agréables, qui vont me renvoyer plus ou moins à mes limites. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout cela sans jugement, avec équanimité, c'est-à-dire avec un regard égal. Voilà l'idée de Vishuddhi. Et c'est à partir de ce regard d'équanimité, sans jugement, sans hiérarchisation, que commence le yoga. Tenir et lâcher prise, c'est la posture, encore une paire d'opposés. La posture produite, prise dans l'état de nature, et prise dans sa dualité. On prend en compte la dualité. Alors, tout le corps est plus ou moins détendu. On va simplement produire une action avec le crâne. Inspire, je soulève le crâne, et je regarde le nombril.
j'essaye de détendre tout le reste du corps. Les inspirations vont pousser le bas du dos ou le creux lombaire contre le sol, tandis que les expirations permettent d'enrouler un peu plus les vertèbres thoraciques et cervicales. Alors, ce n'est pas dit dans l'ouvrage de Satyananda, mais je pense, moi, qu'il y a un rapport immédiat entre le ventre, Manipura chakra, et Vishuddhi chakra, la gorge. Il y a un lien qui se fait, immédiatement. Alors, c'est pas dit parce que l'ouvrage est spécifique. Hein. Et puis, je vais redérouler ma colonne vertébrale aussi. Restez présent et présente aux effets de la posture, de la pratique. Et à nouveau, si vous percevez des tensions, par exemple, désagréables dans les cervicales, intégrez-les sans jugement. Essayez de les regarder, de les ressentir avec bienveillance. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la suite, si vous voulez bien. Alors, on va effectuer les torsions habituelles et on va installer dans un autre temps, en deuxième temps, les bras autrement. Alors, vous connaissez les allers-retours avec le souffle, inspire, expire, puis on s'installe, tac, à droite, on respire et ça respire très souvent dans le flanc à gauche, ce qui fait que je libère l'épaule gauche qui s'enfonce, j'en profite pour rappeler la technique, et quand l'épaule gauche s'enfonce, ça crée une traction de par les clavicules sur le haut de la poitrine qui permet au visage, au crâne de rouler un peu plus sur la gauche, donc la torsion cervicale va être plus importante. Si vous avez des soucis de cervicale à ce moment-là, faites attention. Alors, on pratique bien sûr à droite et puis à gauche. Voilà. Et dans la deuxième étape, on remontera les bras, si c'est possible. Si vos coudes décollent du sol, c'est que vous avez des soucis d'épaule, donc n'allez pas là. Ramenez les bras jusqu'à ce que les coudes soient au sol. Mais si tout va bien, on va mettre les bras en U. Alors, on pratiquera d'un côté puis de l'autre. Et vous allez voir à ce moment-là, ça respire dans les cervicales. Il y a une pression qui se fait avec l'inspire et on peut relâcher avec l'expiration. C'est assez extraordinaire. On va vraiment toucher au cervical. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol. Et très vite, la respiration va se transformer et devenir yogique complète. C'est-à-dire qu'elle remonte jusque dans les épaules à l'inspire, conscience des tensions. Et à l'expire, ça redescend, je dépose le dos. Quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Inspiration, les genoux remontent, visage de face. Pour redescendre, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, essayez d'être très précis pour synchroniser le mouvement corporel avec le mouvement respiratoire.
Et puis les genoux à droite et le visage à gauche. Restez présent et présente au souffle. Inspiration, conscience et tension. Expiration, j'essaie de relâcher. Puis je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genoux à gauche, visage à droite. Restez présent et présente au mouvement du souffle dans le corps. Et puis on va remonter les mains, les bras en nu. Et voir si le souffle se transforme, s'il change de lieu corporel. Peut-être remontera-t-il jusqu'au cervical. Alors là, soyez très vigilants et vigilantes. La torsion cervicale à ce moment-là est considérable. N'allez pas trop loin. Puis inspiration, genou, visage de face. Expiration, genou à droite, visage à gauche. Pourra peut-être faire expérience du rapport très fort entre l'épaule et les cervicales. On voit que si l'épaule lâche prise, eh bien, ça agit automatiquement sur les cervicales. Vous remontez l'inspiration, visage de face, genou. Et on sent aussi à la fin de cette posture, de cette variante de la torsion, que l'omoplate est aussi partie prenante. Ça pousse très très fort. Et donc omoplate, épaule, clavicule et cervicale, donc qui fonctionnent du même côté, ça fonctionne du même côté. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Alors on va attraper le crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel, je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale, puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers les cieux. Peut-être aura-t-on déjà une perception, un ressenti au niveau de la gorge, au niveau du Vishuddhi chakra. Peut-être que ça vibre déjà un petit peu. Soyez attentifs et attentives à cela.
c'est peut-être comment dire, en arrière-plan des sensations. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. Alors, on va continuer par quelque chose de très simple, mais de toujours aussi efficace. Si vous pratiquez tous les jours chez vous, vous pouvez l'installer comme une routine. C'est-à-dire que vous allez sur une inspiration, envoyez le bras droit au-delà de la tête. Souvenez-vous, si le coude décolle du sol, vous ramenez le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol, de manière à pouvoir libérer l'épaule. Une fois installé comme il vous convient, reprenez l'écoute du souffle dans le corps. L'inspiration remonte vers l'épaule droite, vous prenez conscience des tensions, dans l'épaule droite si possible. Sur l'expiration, vous essayez de relâcher cette épaule. Quand vous le souhaitez, pliez le coude, expire, ramenez le bras droit le long du corps. N'hésitez pas à recaler l'épaule, l'omoplate. Puis faites expérience. Par quelle narine vous respirez? Quand c'est le moment pour vous, inspiration, c'est le bras gauche qui part au-delà de la tête.
le souhaitez, pliez le coude gauche, ramenez le bras le long du corps. Alors si je vous laisse aussi longtemps dans la pratique, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent dans cette posture toute simple. Au niveau de l'articulation de l'épaule, bien entendu, il faut trouver son cœur pour pouvoir la libérer les tensions profondes, celles qui sont produites par notre interaction avec l'extérieur, le monde extérieur. Il y a bien sûr aussi un travail d'étirement du pectoral, un travail de positionnement de la clavicule, donc de libération de la clavicule à l'avant, de positionnement en fin de course de l'omoplate qui se rapproche de la colonne vertébrale. Vous pouvez prendre conscience du souffle par la narine. Ça pourrait bien être la narine gauche, le corps à gauche que vous comparez avec le corps à droite. Voyez si vous accédez à cette sensation d'unification du corps, c'est-à-dire d'égalisation. On est bien dans le travail possible avec Vishuddhi Chakra. Et à ce moment-là, la purification propre au Hatha Yoga, c'est sa première destination. Travail de nettoyage prend tout son sens dans les postures. Prenez conscience donc que vous êtes en train de faire un travail de purification. Purification, ce qui me vient, c'est d'aller se baigner dans l'eau claire et se nettoyer à la fois de sa saleté corporelle, bien entendu, mais qui part dans le fil de l'eau, qui n'entache la rivière en rien, et aussi comme un nettoyage de l'être, de l'âme, de l'intérieur, ça fait du bien. Ça rassérène. Je prenais mon élan un peu pour dire le terme, je bégaye des fois sur ce genre de terme. Et puis, si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, badiner, soupir. On va continuer ensemble. Alors, la jambe droite, vous allez la plier. Tac. La jambe gauche, vous tirez les orteils du pied gauche vers le tibia. Bien, vous le sentez, si vous tirez les pieds, bien, ça ramène, faites expérience, le creux lombaire en contact avec le sol. Le bassin appuie un peu plus. Si vous relâchez, tac, vous recambrez. Ça décolle du sol. Alors, vous comprenez que si on tire sur les orteils, ça va étirer en fait toute la jambe, l'arrière de la jambe, et puis ça va permettre au bassin de recoller et au creux lombaire de recoller au sol. C'est bien pour le dos. Vous amenez le genou droit sur la poitrine, le pied droit vous pourrez le laisser décontracter. Vous tenez, posez la main droite sur le genou droit, puis la main gauche, les coudes écartés pour laisser tomber les épaules. Alors vous êtes sur Bindu, posé à l'arrière du crâne, vous inspirez ici. Expire, vous faites rouler le visage sur la gauche sans avoir soulevé le crâne, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Il faut simplement faire rouler. Vous inspirez à nouveau ici. Et sur l'expiration, vous ramenez la cuisse droite sur le ventre et la poitrine. Ça va produire une flexion importante de la hanche. Si la jambe gauche se plie un petit peu, c'est que le bas du dos est un peu en mauvaise santé. Alors essayez de bien tirer les orteils, de pousser un petit peu avec le talon du pied gauche si nécessaire. Et là, ça va faire du bien au dos. Et on relâche. Vous allez poser la plante du pied droit au sol. Accompagnez bien votre jambe, ne la laissez pas tomber n'importe comment. Ramenez le regard vers le ciel et allongez-vous. Alors, la distinction, la discrimination dont je parlais peut être très subtile. Elle l'est en règle générale. On parle de buddhi, de mental haut, ou d'intelligence haute. Si vous percevez la hanche dans le pli de laine à droite, et que vous la comparez avec la hanche à gauche, vous allez voir qu'il y a une différence. Si vous passez à l'arrière du corps, et que vous prenez conscience de l'appui du bas du dos au sol, le sacrum, vous allez voir qu'il y a une différence entre le sacrum à gauche et le sacrum à droite. Ça n'appuie pas pareil. Et
puis il y a quelque chose qui s'installe entre le sacrum et l'arrière du crâne. Alors quand je dis sacrum, je pense aussi coccyx. Pour moi, c'est un peu lié, c'est dans la proximité. Et donc je pense à Svadhisthana et Bindu. Une mise en lien évidente entre les deux, dans la posture. De l'autre côté maintenant, je vais plier la jambe gauche, tirer sur les orteils du pied droit. Inspire, le genou gauche vient sur la poitrine, main gauche puis main droite sur le tout. Inspire, expire, je roule le visage vers la droite. Les coudes sont écartés. Et je vais descendre, j'ai des épaules sont basses, ça j'ai oublié de le dire, et je vais descendre ma cuisse progressivement. Et je repose le pied, plante des pieds au sol, l'arrière du crâne qui revient en contact, et je m'allonge, je me retrouve en Shavasana. Voyez si les choses se sont égalisées pour vous ou pas. En termes de hanche, en termes de sacrum. Voyez le sacrum et l'arrière du crâne. Voyez l'étalement du dos au sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer et soupirer. Et je vous rappelle la suite. Donc, je vous propose de regarder dans ma direction. On va reprendre Setu Bandhasana, c'est-à-dire la posture du demi-pont, ou le pont en tension, parce que, toujours par rapport à cette histoire de Vishuddhi, on va créer une pression à un moment donné entre le haut de la poitrine et le menton, si on monte tout en haut de la posture. Et puis il y a une interaction vécue dans le souffle entre ça et ça, le ventre et la gorge. Si je vous amène par là, si je pointe plutôt la direction dans ce sens-là, c'est qu'il y a une pratique qui s'appelle Soham, de pranayama, où on respire du nombril à la gorge, et dans les postures, ça devient une évidence avec le souffle. Alors, je vous montre, je vous rappelle, rapidement. On a ça dans les autres séances. J'ai attrapé mes chevilles, ramené les pieds près du fessier, séparer les pieds le plus largement possible, au-delà des hanches est possible, et puis je vais commencer par ça, c'est très simple, inspire, je monte dans la posture. Dès que je sens que ça bloque un petit peu, là ça bloque à ce niveau-là, c'est un peu noué. Je redescends avec l'expiration. Alors je vais essayer de poser toutes les vertèbres au sol, y compris les lombaires, ce qui fait que je bascule le bassin. Là les lombaires sont posés, je peux aller laisser aller les fessiers. Et vous avez vu, mes bras sont restés au-delà de la tête, je ne ramène pas les bras. Je remonte une deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième, peu importe, et quand je serai dans la posture, alors j'écoute le souffle. L'inspiration est plus dans le ventre, là c'est la posture installée, donc si j'ai une inspiration dans le ventre, et ben je laisse aller le ventre, c'est-à-dire le bas du dos, vers le ciel. Puis l'expiration, où se trouve-t-elle? Et ben je la ressens dans le haut du buste, épaules cervicales, et donc c'est ça que je relâche. Et vous voyez, le menton en ce moment-là vient en contact avec la poitrine. Pour redescendre, je redescendrai en 3 expirations, toujours en basculant le bassin. Voilà. Et bien on y va si vous voulez bien. Vous ramenez les plantes des pieds en direction des fessiers, vous pouvez attraper les chevilles à pleine main pour bien les positionner. Si possible, les pieds sont parallèles, écartés plus large que les hanches. Si jamais les pieds
repartent ou s'ils sont un peu en canard, c'est pas très grave, hein. Je vous donne juste la structure posturale et c'est bien de tendre vers la structure posturale à chaque fois qu'on pratique pour corriger au fur et à mesure et entrer dans une structure corporelle et posturale de plus en plus forte, je veux dire, qui va de soi, qui est en accord avec son état de nature. Et on y va. Inspire, j'envoie les bras au-delà de la tête, là où je peux bien entendu. Dès que je sens que ça bloque un petit peu dans la colonne vertébrale, que c'est noué, expire, je redescends. Je bascule le bassin, je colle le creux lombaire, je laisse aller les fesses. Puis je repars. Peut-être que je vais un peu plus loin. Ça se dénoue tout seul, hein, c'est l'idée. Déroulez bien la colonne vertébrale au sol. Ça, c'est un vrai bonheur. On ressent vertèbre après vertèbre. On apprend à connaître sa colonne vertébrale, à la ressentir. C'est comme un massage aussi de la colonne vertébrale. On vit les choses en fait, hein. L'idée, c'est de vivre les choses. Et puis quand vous serez bien, installez-vous dans la posture. Prenez conscience de l'inspiration, si c'est possible. En tout cas, sur l'inspiration, poussez le ventre et le bas-ventre vers le ciel. Tenez la posture et sur l'expiration, relâchez bien les épaules et le menton et le cou. Puis, expire, je vais dérouler un bout de colonne vertébrale, inspiration dans l'immobilité. Expiration deuxième, un autre bout de colonne vertébrale, basculez le bassin. Étirez bien le bas du dos. Expiration troisième, je dépose le bas du dos au sol et je laisse aller les fessiers. Je vais ramener les bras le long du corps et je m'allonge. Épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Et si vous souhaitez, étirement, bâillement, soupir. On va venir s'asseoir si vous voulez bien. Alors, on enchaîne avec la suite, je vous la montre. C'est aussi une posture que l'on connaît, qu'on a déjà pratiquée dans les séances précédentes. Alors, je vous la montre et puis après on repart ensemble pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Cette posture-là, donc, elle va engager les cervicales très fort. Donc, de la même manière, si vous avez des soucis de cervicales, hernie discale ou autre, faites très très attention. Hein, dès que vous sentez que vous dépassez vos limites, arrêtez la posture ou n'y allez pas si vous craignez de vous faire mal. Alors, je pars à quatre pattes. Le bras gauche, je vous montre, hein, part sous la poitrine. Je pose le dos de la main à plat. Alors, par exemple, si j'ai des problèmes de cervicales, je vais pouvoir faire un petit peu contrepoids avec la main droite. Si tout va bien, tac, je mets la main dans le dos. Et là, ça respire, je vais vous montrer, dans le haut du corps. Pour revenir, moi j'utilise cette technique-là. Je prends appui et puis je vais plier mon coude du bras gauche. Et du
coup, j'ai 2 points d'appui, et puis ça fait un petit peu ressort, ça aide, ça pousse avec l'épaule, ça aide à remonter. Alors, la respiration, la posture est faite de telle manière que la respiration vienne créer pression avec l'inspiration ici, dans cet endroit-là. Et on retrouve cette idée de clavicule, d'épaule, d'omoplate et de cervicale de ce côté-là. C'est ça que l'on va détendre. Hein. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Inspiration ici. Expiration. Joue gauche au sol, tac, et si c'est possible, le dos de la main droite dans l'autre. Allongez bien les coups de pied. Puis je reviens. Main droite, je plie le coude gauche. Tac. Je repars de l'autre côté. Je reviens à nouveau, main gauche, coude droit. Et on va pouvoir s'installer en posture de l'enfant. Alors, si le front ne va pas au sol, vous pouvez toujours fermer vos poings, poser votre front sur les 2 points ou sur un point. Puis si tout va bien, si ça va jusqu'au sol, avec les doigts qui partent en direction des pieds. Et puis on va revenir, poser les mains à plat, montant sur la poitrine, inspire. On déroule la colonne vertébrale. Le menton quitte la poitrine et on va pouvoir s'étirer. Et je vous montre la suite. Alors la suite, de la même manière, il va falloir faire attention cervicale. Ça va créer à nouveau, on va retrouver cette idée de pression du menton sur la poitrine qui va créer donc une action sur Vishuddhi Chakra et puis qui crée une action aussi sur la glande thyroïde. Alors, je vous montre la posture, la pratique, elle est en 3 étapes et je vous dis tout, d'accord. Je pars donc en Vajrasana, les mains à hauteur, donc les paumes de main à plat à hauteur des genoux, les doigts qui dépassent un petit peu. J'amène le front au sol ou en direction du sol. Puis inspire, je fais rouler la tête. Et je vais observer que quand je fais rouler la tête, j'arrive sur un point au sommet du crâne. Il ne faut pas que les mains décollent du sol, ça c'est très important. Puis je laisse le haut du crâne en contact avec le sol et je reste là. Toujours les mains en contact, complètement. Prenez bien conscience du point de contact du crâne avec le sol. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on va lâcher les mains pour attraper les chevilles. Les épaules sont basses. Je fais court, mais il faut que le point ne bouge pas, d'accord? Une fois qu'on a lâché les mains.
On y va ensemble si vous voulez bien, je redis tout. Alors, les mains de part et d'autre des genoux. Le front au sol, alors s'il ne va pas soulever les fesses, c'est pas un problème. Pensez bien à vos mains en contact avec le sol. Inspire, je soulève les fesses. Immédiatement, prenez conscience du point le plus haut de contact du crâne avec le sol. Inspire, expire. Et puis je reste dans la posture. Toujours les mains bien en contact. On sent déjà le menton contre la poitrine. Alors là, ce qu'on touche, c'est à la fois Sahasrara, le haut du crâne, et puis Vishuddhi Chakra, le chakra dans la gorge. Et la respiration est dans l'Ujjayi, la gorge se serre, et ça produit un petit ronflement, c'est normal. Je vais pouvoir attraper une cheville et l'autre, ne roulez pas vers l'avant, les épaules basses. Revenez tranquillement au sol. À nouveau, un petit temps en posture de l'enfant. Puis les mains de part et d'autre des genoux, montant sur la poitrine, inspire. Je déroule la colonne vertébrale et je vais pouvoir m'étirer, bailler, soupirer. Alors, la suite. On va s'installer sur son tapis, on va se faire une petite pratique déjà à la suite de ça. Alors, peut-être que dans la posture qu'on vient d'effectuer, qu'on appelle la posture du lièvre ou du rocher, vous avez senti la glotte qui se serrait. Et si c'est le cas, vous avez dû expérimenter déjà Ujjayi ou Ujjayi, la respiration dite psychique ou victorieuse. C'est-à-dire que la glotte se serre à ce moment-là et ça produit un son. Alors le son produit n'est pas dans le nez, il est dans la gorge. On peut volontairement contracter la glotte, réduire l'espace du passage de l'air et l'air va passer en passant, inspire, expire, va produire un raclement. Voilà. Et donc c'est ça qu'on va pratiquer maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Amrita, le nectar. Et pour que ça fonctionne, pour que ça s'accumule dans la réserve au-dessus du palais, il faut coller le bout de la langue sur le haut du palais. Ça s'appelle Keshari Mudra. Keshari Mudra, dès qu'on entend le terme Mudra, ça veut dire un geste, alors ça veut dire geste, mais ça veut dire un geste sous-entendu énergétique. C'est-à-dire qu'on est en train de produire quelque chose qui a une action énergétique dans le corps. Donc, Ujjayi, c'est pas très compliqué. Les mains sur les genoux d'une certaine manière. Vous êtes peut-être en assise maintenant le temps que j'ai évoqué les choses. Et puis on va donc serrer la glotte et on respire avec le ventre. Et c'est là qu'on retrouve cette interaction Vishuddhi-Manipur. Alors, on va installer doucement les choses. Première chose, vous collez la langue, le bout de la langue sur le haut du palais. Si vous êtes fatigué, vous relâchez la langue et vous pouvez continuer à respirer en Ujjayi, c'est pas grave. Et puis quand la langue est plus fatiguée, vous recollez la langue en haut du palais et vous continuez Ujjayi. La gorge va se serrer, donc Keshari Mudra, la langue, la gorge qui se serre. Comme quand on est triste, vous savez, je dis déjà la gorge qui se serre. Et bien c'est exactement ça. La gorge se serre et commencez à entendre ce petit ronflement. Quand la langue et la gorge sont installées, prenez conscience que vous respirez dans le ventre. Pour Ujjayi Pranayama, il faut respirer dans le ventre, respirer dans la gorge, glotte serrée,
et poser la langue contre le palais. C'est simplement ça. On égalise le souffle, on essaie d'égaliser l'inspire et l'expire. Continuer, je rappelle la technique parce que on peut avoir un petit coup de panique, l'oublier, pas être très sûr de ce qu'on est en train de faire. Donc vous inquiétez pas, je rappelle. La langue collée contre le palais, le haut du palais, la glotte serrée qui produit ce son quand j'inspire et j'expire. On a une sensation de raclement agréable dans la gorge, et puis cette respiration abdominale si c'est possible, cette conscience de respiration dans le ventre. On sent le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale, puis qui revient avec l'expiration près de la colonne vertébrale. Revenez à une respiration qui se fait d'elle-même. Soyez observateur, observatrice de cette respiration. Vous vous souvenez qu'on recherche toujours l'état de yoga et à pratiquer le yoga dans l'état de yoga. Et là, c'est le bon moment. Vous étiez dans une respiration contrôlée, donc c'est le bon moment de percevoir si on est bien en état de yoga. Vous étiez dans une respiration contrôlée.
Et maintenant, la respiration se fait d'elle-même. Si, observant la respiration, elle se modifie, c'est que vous êtes avec le mental. Si, observant la respiration et qu'elle reste égale à elle-même, c'est que vous êtes avec la conscience. Le distinguo est important. Pourquoi? Parce que le mental produit la pensée et l'ego, alors qu'un mental identifié à la conscience va se taire et laisser toute la place primordiale à la conscience. La conscience qui n'est pas autre chose que nous-mêmes. La conscience, c'est nous-mêmes. Le vrai soi, si on peut dire, pas l'ego, une somme de conditionnements, de réactions, de croyances, d'impossibilités parfois. La conscience, c'est quelque chose qui dépasse largement l'ego, qui nous relie au tout, et dans lequel on trouve une liberté totale. Peut-être qu'une des sensations produites dans les effets de la posture, de la pratique plutôt, du pranayama, sera une écoute, une perception plus précise de Vishuddhi Chakra, de ce lieu-là. Et puis on va pouvoir s'étirer et je vais vous montrer la suite. Alors, on va se diriger vers une posture qu'on appelle Viparita Karina Asana. Alors, Viparita, Viparita Karani, ça parle d'un retournement, le corps qui se retourne. Cette idée de retournement, elle est très intéressante, c'est quand symboliquement on se retourne pour voir ses fonctionnements. Donc on va pouvoir commencer à discriminer ce qui est le produit de l'ego. Quand je dis ses fonctionnements, c'est les fonctionnements de l'ego. Et donc quand je dis ces fonctionnements, ça veut dire que je suis encore identifié à mon ego, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, ça existe, il y a des postures, beaucoup de postures qui existent, qui produisent ce retournement, qui sont très intéressantes. Celle-là, elle est plus particulièrement propice à ça. De Viparita Karani Asana, Asana la posture, on passera à Viparita Karani Mudra. Le mudra, c'est à peu près la même chose. On va installer une petite variante qui est beaucoup plus difficile corporellement. C'est ça que je veux vous montrer. Et elle produit quelque chose en plan énergétique très intéressant. Il y aura notamment un appui des pouces dans le bas du dos, au niveau des reins. Tout le corps va peser, c'est là que c'est fatigant, sur les pouces, et les pouces ils seront en contact avec les reins, au niveau des reins. Le méridien des reins, c'est le méridien par excellence de la vie. Alors là, je fais référence à la tradition chinoise, mais je pense que les yogis avaient forcément une connaissance de ça, puisqu'ils parlent de 72 000 nadis, c'est-à-dire méridiens, tous liés au chakra. Donc très certainement, ils devaient avoir une connaissance très fine, peut-être qu'on apprend en Ayurveda. Bon. Je ferme la parenthèse. Ce méridien du rein, donc lié au rein, il a deux aspects majeurs. Une compétence de vie extraordinaire. Les reins, le méridien du rein, c'est ce qui permet le jaillissement de la vie. Et puis, il renvoie aussi aux peurs, traumatismes, etc. Donc, ce qui empêche la vie, ce qui freine la vie. Donc, on va avoir une action à ce propos, là-dessus. Après, si vous avez envie d'uriner, ce ne sera pas étonnant. Et puis, bon, là, il est tôt ce matin, mais si vous pratiquez le soir en replay, il se pourrait que vous ayez un peu du mal à dormir. Ça peut agir sur une énergie nouvelle libérée. Je vous montre. Alors, deux pratiques très proches. La première sera plutôt simple. Voilà, je prends appui des mains, j'envoie les pieds en arrière et je colle les mains dans le bas du dos. Alors, les mains sont posées sur les reins et je vais rester un certain temps comme ça. La respiration est dans le bas du dos. Alors, on pourrait pratiquer aussi
de cette manière-là. Et là, ça pèse un peu plus sur les genoux, c'est un peu plus fatigant. Hein. Comme ça, c'est pas mal. On peut y rester assez longtemps. Le menton n'est pas plaqué contre la poitrine, c'est différent de la posture de la chandelle. Et après, vous allez voir, après ce qu'on a fait en début de séance, vous risquez de ressentir quelque chose d'effectif dans le haut de la poitrine et dans le bas de la gorge. Alors ça, c'est asana, c'est la posture. Et puis peut-être qu'on pourra prendre le mudra. Alors le mudra, je vous le redirai tout à l'heure, mais regardez les pouces. Les pouces et les mains sont largement ouvertes. Les pouces partent en direction de la colonne vertébrale. Je place les pouces dans le bas du dos et je vais laisser aller les fesses vers l'arrière. Voilà. C'est là que c'est un peu compliqué. On essaiera ça juste histoire d'essayer. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. On se retrouve au sol, ramenez les plantes de pied en direction des fessiers. On va rester un certain temps en asana, Viparita Karani Asana. Je prends appui à la fois des pieds et des mains, tac, pour prendre un petit élan et poser les mains dans le bas du dos. Les jambes et le buste forment un angle à 45 degrés. À 90 degrés, pardon. Essayez de bien décontracter les épaules. Et le haut du dos et la nuque. Et au passage, on retrouve le lien entre le ventre et la gorge. Hein. J'ai l'impression, après il faudra expérimenter un peu plus, mais que c'est vraiment lié. On va essayer Viparita Karani Mudra, c'est-à-dire vous lâchez les mains, vous envoyez les pieds un peu plus en arrière, vous remontez les jambes pour pouvoir libérer le bas du dos, vous posez les pouces en direction de la colonne vertébrale, resserrez un peu les coudes si nécessaire, et là si c'est possible, vous laissez tomber les jambes vers l'arrière avec les fesses vers l'arrière. On est dans une position du bas du dos comme si on cambrait, en cambre en fait. Hein. Et on va revenir tranquillement. Les pieds, jambes repartent vers la tête pour libérer. On peut plaquer les mains très fort et n'hésitez pas à laisser revenir la tête. Ne retenez pas les choses, le corps, pour ne pas vous faire mal. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Cette posture, Viparita Karani Mudra, Asana, pardon, et les Mudra aussi, hein, les deux, sont utilisés pour les Kriya Yoga. Kriya Yoga, c'est ressentir les chakras avec le souffle, en les nommant parfois.
en les visualisant. Et on produit comme ça pas mal de parcours dans la colonne qui vont libérer peu à peu l'énergie. Mais personnellement, je n'en suis pas à ce stade-là de la pratique. Vous aurez peut-être des sensations fortes dans le bas du dos. N'hésitez pas, si nécessaire, à ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, des beaux ronds avec les genoux, ça va masser le bas du dos, autant qu'il est nécessaire. Et puis après, vous vous reposez au sol à nouveau, et vous vous mettez à l'écoute de ce qui se passe. On est vraiment là dans l'idée de Vichudi, puisque les sensations dans le bas du dos risquent d'être fortes pour certains d'entre nous. Et on va essayer de les intégrer, de les accepter de manière équilibrée. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, on va rouler sur le côté, vaut mieux pour venir s'asseoir, étant donné qu'on a tiré très très fort sur le bas du dos, vaut mieux le protéger. On n'est pas obligé de produire une contre-pause en termes de poisson, c'était pas la chandelle, la pression sur la gorge n'était pas forte, mais on va quand même en prendre une, notamment pour un étirement de la gorge et une ouverture à ce niveau-là. Alors, je vous propose la plus simple et pas la moins efficace, posture du poisson. De la même manière, il y aura moins de pression, il n'y aura pas de pression sur le crâne, donc moins de pression sur les cervicales. Mais si vous avez des soucis de cervicales, soit vous maîtrisez la posture, soit vous ne la faites pas. Alors, on va s'asseoir dans les mains. Hein. Je pose une fesse dans une main, puis, je pars un peu loin, l'autre fesse dans l'autre main. Les coudes sont au sol, vous avez vu, j'ai pas étalé le haut du dos, le dos. Voilà, les jambes allongées, les épaules partent en arrière, et simplement, je laisse tomber la tête en arrière. Je cambre, un peu comme dans Viparita Karani Mudra. Mes omoplates se rapprochent. Et je me redépose au sol. Laissez-vous couler au sol. Et vous allez voir, à ce moment-là, on a l'impression d'être sur un matelas confortable.
si vous souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Et on va venir s'asseoir. Alors, dernière posture de la séance, une petite torsion toute simple, celle que j'affectionne particulièrement, donc jambes croisées en tailleur, ça veut dire avec les genoux qui remontent, les pieds sont calés sous les mollets, ce qui fait que les genoux remontent. Hein, ça c'est la vraie posture que je vous propose, pas en Padmasana, si vous êtes très souple, laissez quand même les genoux remonter. La main gauche sur le genou droit, la main droite comme tenant un bol, voilà, j'amène le bol à l'arrière, puis à l'arrière je le renverse, les doigts entrent en contact avec le sol, si c'est la main à plat, c'est pas grave. Hein. Le visage est revenu de face, je prends conscience du souffle, de son rythme et du bas du dos. Puis quand c'est le moment pour moi, expiration, je vais tirer avec la main gauche, sentez le bas du dos qui se met en torsion. Inspiration, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules qui tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Expire, je reviens. Conscience du souffle dans les narines. Conscience du doigt gauche que je compare avec le doigt droite. On peut déplier pour replier, pour équilibrer la pratique. Main droite sur le genou gauche, main gauche comme tenant un bol, que j'emmène en arrière, que je renverse, visage de face. Conscience du bas du dos, conscience du souffle. Expire, je vais tirer avec la main droite, je sens le bas du dos qui se met en torsion. Ne tournez pas la tête immédiatement. Inspire, la main qui se déplace dans le dos pour ouvrir un peu plus l'épaule. Expire, les épaules qui tournent. J'inspire ici. Expire, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et je reviens. Un petit temps de pause, voyez par quelle narine vous respirez, la droite, la gauche. Le dos à droite, comparez-le avec le doigt à gauche. Vous voyez si les choses sont équilibrées. Alors, peut-être que vous aurez des sensations dans cet environnement-là. Si c'est le cas, c'est normal, on a travaillé tout le temps dans cet environnement-là. Alors, ça n'est pas forcément des sensations agréables. Pourquoi alors, bien sûr que Vishuddhi Chakra, ça se situe là. Mais on a vu qu'il y avait une interaction avec les épaules, ça on l'a bien compris. Il y a aussi une interaction avec la gorge et la mâchoire. Et donc c'est tout un environnement ici qui parle de nos tensions. On dit serrer les dents, on dit avoir la gorge nouée. On sait bien que les épaules, c'est un lieu corporel, un espace corporel qui va réagir, interagir avec le monde extérieur, en bien ou en mal. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des choses à libérer, des choses qui passent pas, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Et donc du coup, ça produit des choses au plan psychique. Alors, quand je dis au plan psychique, je ne parle pas de psychanalyse du tout, ou de psychothérapie du tout. Bien que ça puisse être utilisé dans ces disciplines-là, hein, ça pourrait être un outil très efficace, un outil complémentaire. Ce dont je parle, c'est d'interaction directe. Il y a quelque chose qui n'est jamais passé dans ma vie, et eh bien, je vais réveiller cette chose-là avec cette pratique-là. Du coup, vous vous souvenez du réflexe, non, je veux pas voir, je veux pas sentir, je m'en éloigne, et puis j'enterre ça. Puis ça restera là, c'est pas très propre, ça risque de produire des choses pas très saines. Pour moi, je parle. Ou alors, tac, ok, je vais y voir.
C'est ça que permet la pratique. Après, c'est à vous de voir et de faire avec ou pas. Il faut être prêt, il faut avoir suffisamment travaillé les postures, le corps, peut-être faire même de la psychothérapie, machin bidule, hein. Il n'y a pas de problème, il y a d'autres disciplines qui sont intéressantes et complémentaires. Je rappelle que le hatha yoga, il a des vertus thérapeutiques, mais il n'est pas thérapeutique, hein. On dit aussi que c'est pour le bien-être. Bien entendu, c'est pour le bien-être, mais c'est surtout une pratique d'être, hein. Il y a quand même un hiatus, un écart, une différence. Voilà. Donc si jamais ça réveille des choses, vous allez vite en prendre conscience puisque vous vous connaissez mieux que tout le monde, hein. Vous êtes celui ou celle qui se connaît le mieux au monde, forcément. Eh bien, si vous voyez qu'il y a une interaction avec quelque chose, au lieu de fuir, essayez de regarder avec bienveillance et gentillesse. Parfois c'est très douloureux, pour ça que j'insiste, hein, chez moi c'est très 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 douloureux cette partie-là. C'est sans nom, hein. Je suis obligé de prendre de l'aspirine pour calmer les choses. Eh bien, quand je ne prends pas d'aspirine, ça m'oblige à regarder, et donc du coup, il y a des petites choses qui sont dépassées, c'est vraiment très intéressant. On va continuer par la pratique suivante, qui porte vraiment, donc comme Ujjayi Pranayama, hein, tout à l'heure, qui porte vraiment, c'est dédié, on dit, sur la pratique. Vous allez voir, c'est tout simple, je vous explique. Il s'agit de poser les mains sur les genoux, donc en englobant les genoux, les épaules partent vers le haut. J'inspire ici, donc je vous montre et je vous explique. J'inspire. Pas complètement, je suis à 80-90%. Puis je laisse tomber le menton sur la poitrine. J'inspire un petit peu. Et j'expire longuement. Alors cette pratique, c'est le Jalandhar Bandha. C'est un des 3 verrous énergétiques, c'est le troisième, le dernier, qui se pratique au niveau de la gorge. Si je tends les bras, c'est pour que le dos soit étiré. Je laisse, donc je pars un petit peu le corps en avant, hein, comme ça, et je prends un peu appui sur les mains, et là mon dos est étiré, toute ma colonne vertébrale. Je sens que ça d'ailleurs, ça se contracte au niveau du plexus, là c'est très costaud. Alors ça, c'est toujours le signe, quand ça se contracte ici, le haut des abdominaux, c'est le signe que le dos est bien étiré, qu'il est pile poil étiré. Et donc on retrouve cette histoire d'Uddiyana Bandha, le deuxième verrou, vous savez. Si vous avez envie d'installer le premier verrou, en serrant le périnée, faites-le. Si c'est trop compliqué, si ça fait trop de choses à voir, dans un même ensemble, immédiatement, ne le faites pas. Concentrez-vous simplement sur Jalandhar Bandha. La rétention poumon plein, on sait que, et je le rappelle de toutes les manières, il ne faut pas pratiquer si on a le moindre problème cardiaque, quel qu'il soit. Ensuite, une rétention, quelle qu'elle soit, poumon plein, poumon vide, il ne faut pas la faire durer trop longtemps. C'est pour ça que quand on va expirer, on va inspirer une petite goulée d'air pour retourner le souffle, puis expirer le plus longuement possible. Quand je dis le plus longuement possible, c'est en au moins 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être 6, 7, 8, 9, 10. Ce serait super. Et voir ensuite si je suis essoufflé ou pas. Si je ne suis pas essoufflé, impeccable, je peux prendre la rétention poumon plein autant de temps la fois suivante. Si je suis essoufflé, il faut que je réduise. Donc n'écoutez pas forcément ma consigne, soyez dans un temps plus court ou plus long. Si vous avez des poumons en capacité de prendre plein d'air, n'hésitez pas. Alors, les mains sur les genoux, on appuie, laissez les épaules remonter, c'est signe que le dos s'étire, les bras sont tendus, vous inspirez ici. Poumon plein, vous bloquez le menton sur la poitrine. N'oubliez pas la petite goulée d'air à l'inspire avant d'expirer longuement. Pendant la pause yogique, prenez conscience de cet espace-là. Alors, le chakra, c'est ça, c'est ici, mais il n'empêche qu'il se passe aussi des choses un peu plus bas. On parle de Kurma Nadi. Kurma Nadi, c'est un méridien de la tortue. Et il a une action, et je ne me souviens plus quelle action il a.
mais c'est une action importante. Dès que vous avez envie, eh bien on y retourne. On va pratiquer 3 fois. Donc les mains posées à plat, vous amenez le corps, le buste un peu en avant, les épaules remontent, vous inspirez. Ça étire encore le dos, le menton sur la poitrine. Alors si vous avez pratiqué les 3 verrous, celui du ventre et du périnée, normalement on les installe en remontant, hein. Euh, mais là, dans cette technique, cette façon d'aborder Jalandhar Bandha, moi je les prends en descendant. Puis je les relâche en remontant. C'est-à-dire tac, 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 quand j'installe la pratique, et puis tac, 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 quand je relâche la pratique. Une petite anecdote, on peut respirer aussi dans les chakras. On ne l'a pas fait pour question de pédagogie, mais on le fera certainement dans des pratiques suivantes. Très intéressant pour ressentir le point projection et puis le point source. Et donc, il m'est arrivé un soir de respirer 2 ou 3 heures dans Vishuddhi Chakra. J'étais devant la télé, hein, j'étais pas. Voilà. Mais je respirais quand même pendant 2 ou 3 heures dans le chakra. C'était certainement une émission sans intérêt. Et le lendemain, je chante faux, et le lendemain, je chantais juste. Alors ça, c'est vraiment étonnant, hein. Une dernière fois, si vous voulez bien, les mains sur les genoux, le buste un peu en avant, les épaules qui partent vers le ciel. J'inspire. Et je relâche. Nous allons le prendre une dernière fois et je vais vous le faire installer avec une autre technique, hein, avec cette installation des 3. Alors, c'est très simple, hein. Quand j'inspire, je commence à serrer le périnée. Inspire, donc je vais faire ce geste-là pour montrer que j'inspire. Et je vais serrer le périnée, serrer le ventre, Uddiyana Bandha, et puis laisser tomber le menton. Alors, c'est une autre technique pour le prendre, et ce qui est intéressant, c'est que on voit l'efficacité physique des verrous qui permettent de redresser tout le buste. Et pour Jalandhar Bandha, on n'est plus dans quelque chose où la poitrine va à la rencontre du menton. C'est très intéressant aussi, hein, y a pas. Mais là, simplement, on laisse tomber le menton en direction de la gorge. Et j'ai le sentiment que ça se pose encore mieux si les cervicales sont suffisamment souples sur le Vishuddhi Chakra. Je vous propose de l'essayer comme ça vous donnera 2 possibilités de le faire. Cette deuxième technique-là étant intéressante, on peut la pratiquer à peu près dans toutes les positions, ça c'est intéressant, même de manière très brève. Alors, donc je vous dis tout et vous le faites en même temps si vous voulez bien. Vous commencez à inspirer, en même temps vous serrez le périnée. Puis la respiration remonte et vous serrez le ventre. Vous sentez que le dos se redresse, l'inspiration remonte encore, ça redresse la poitrine. Le dos est complètement droit. Quand ça arrive au niveau de la gorge, le dos complètement droit, vous laissez simplement basculer le crâne vers l'avant et le menton va venir en contact du creux de la gorge, le Vishuddhi Chakra. Vous êtes poumon plein, vous avez bloqué le souffle, votre dos est bien redressé, vous sentez l'efficacité des 3 verrous. Quand vous voudrez relâcher, si vous voulez le faire maintenant, vous relâchez d'abord le périnée, puis le ventre,
Puis, vous remontez le menton, vous inspirez une petite goulée d'air et vous expirez lentement. Eh bien, portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle bonne journée, une belle soirée si vous prenez la vidéo plus tard, et une belle vie surtout, une belle vie. Portez-vous bien.